Une finale, un match, 90 minutes, 120 à la limite et quelques shoots au cage pour décider de qui gagne. La surmultiplication des matchs dans le foot, les calculs d'épicier présents un peu partout ont tendance à effacer le caractère spécial magique d'un tel événement, une finale. Alors que l'OM s'apprête à disputer cette semaine son quart de finale retour de Conference League, parlons un peu des grandes finales de l'OM. La grande histoire de l'OM ne s'est pas faite sur des secondes places ou des éliminations rémunératrices, mais sur des grands rendez-vous, des grandes finales. Finale, pour moi, reste un mot magique. La promesse d'une joie, pas toujours tenue, mais le privilège d'y être. Ces mots, ce sont ceux de Mario Albano qui publie ces jours-ci Grande finale de Marseille chez Gossen. C'est le digne successeur de son récent ouvrage Les grands buteurs de Marseille. On vous le recommande bien évidemment. Et c'est avec lui qu'on va parler des grandes finales. Mais revenons un peu tout d'abord sur le caractère spécial d'une finale. Qu'est-ce qu'une finale a de plus qu'une seconde ou une troisième place, a fortiori à Marseille? Une finale, avant le match, c'est un rendez-vous collectif, c'est un voyage, c'est un rassemblement, c'est une sorte de transhumance de Marseille jusqu'au lieu de la finale. Et on y pense des semaines avant, on organise le voyage. Alors soit c'est un voyage collectif, organisé, tout est balisé, soit on se débrouille, c'est le système D pour trouver des places, en avion, en train, en voiture. Donc il y a tout un enthousiasme autour d'un match, autour d'un rendez-vous qui unit les gens. Et moi, c'est mon premier souvenir. En 1969, j'ai 11 ans, mes parents m'amènent à Colombes pour la finale de Coupe de France contre Bordeaux. C'est le voyage en train-couchette, c'est la première fois Colombes où à l'époque jouait l'équipe de France de football, le 15 de France de rugby, les finales de Coupe de France. Donc il y a tout ça. Et ensuite, il y a le match. Alors évidemment, quand c'est une défaite, on dit ouais, ça valait pas la peine de faire tout ça pour ça. Mais qu'est-ce qui reste après, quelques années plus tard? Est-ce que le souvenir de la deuxième place de l'OM en 2020 et de la Ligue des Champions qui a suivi, avec la 13e défaite consécutive qui a fait de l'OM malheureusement la pire équipe dans cette compétition, dans son histoire, est-ce que c'est ça le souvenir le plus fort ou est-ce que la finale de 2018 n'est pas plus forte? Est-ce que la deuxième place acquise en 2012-2013 avec à la suite une Ligue des Champions là aussi minable, elle est plus forte que la victoire en Coupe de la Ligue en 2012? Dans mon esprit, non, on ne s'en souvient pas de cette deuxième place. Parfois, la deuxième place, elle est acquise après une défaite, après un nul, alors qu'une finale, c'est déjà l'aboutissement d'un parcours victorieux, c'est un grand rendez-vous, donc pour moi, ça n'a rien de comparable. Dans un football surfinanciarisé, tout le monde, votre obligé en tête, a tendance à lire l'actualité de son club dans ses lignes de compte et oublier de fait le caractère instantané, jouissif et collectif que doit offrir le football. Et c'est ça qu'offre à nouveau aux supporters la qualification en finale d'une compétition. Un feu sacré, un souffle, une euphorie, un rêve. Oui, mais elle est toute pétée ta compétition, là, l'Europa Toto League. Et alors, vous vous souvenez pas de 2010? Vous vous souvenez pas du bonheur intense que nous a procuré la victoire en Coupe de la Ligue? Non? Vous en souvenez pas? Laissez Mario vous rafraîchir la mémoire sur le sujet. La Coupe de la Ligue, quand elle a été créée, elle a été créée quand Noël Le Graët était président de la Ligue. Donc souvent on l'appelait la Coupe de Noël. Il y avait une certaine dérision, parce que l'OM n'y était pas. Donc évidemment, quand c'était les autres qui la gagnaient, on ne la prenait pas au sérieux. Et puis en 2010, l'OM va en finale, après une demi-finale très particulière où Brandao qualifie l'OM d'un coup de tête alors qu'il a un bandeau autour du front. Et puis on y pense pendant 2 mois à cette finale. Des milliers de Marseillais montent à Paris. Et l'adversaire, c'est Bordeaux. Bordeaux qui est le champion de France en titre, qui a gagné la Coupe de la Ligue en 2009, qui est encore en tête du championnat et qui cherche à acquérir un 2e titre consécutif, qui quelques jours plus tard doit disputer un quart de finale de Ligue des Champions contre Lyon. Bordeaux, c'est Laurent Blanc, c'est Johan Gourcuff, donc c'est déjà un adversaire qui est favori. Donc cette finale prend une autre tournure. C'est vraiment un grand match. Ça n'est plus une coupe subalterne. Et puis l'OM n'a plus gagné le moindre trophée depuis 1993, 17 ans. Alors, quand Souley Diawara, qui est pour moi le meilleur joueur de la saison cette année-là, ouvre le score, en plus, c'est un joueur que l'OM est allé chercher à Bordeaux. Donc c'est le passage de relais idéal.
Et après, il y a le but de Mathieu Valbuena qui fait une fin de saison tellement brillante que Raymond Domenech l'amènera en Coupe du Monde, pour son malheur, parce qu'il y a eu Nazina. Et après, il se passe un truc extraordinaire. Ces dizaines de milliers de Marseillais dans les rues, à Canebière, le Vieux-Port, pour fêter une Coupe de la Ligue. Un trophée qui, au départ, n'a pas une grande aura et qui devient un truc extraordinaire, fêté comme une Coupe d'Europe. Et voyant cela, les joueurs, titillés un peu par José Anigo, qui leur dit « Mais ça c'est rien, si vous êtes champion, vous verrez. » Ah ben, dans la foulée, ils deviennent irrésistibles en championnat. Et cette confiance qui est acquise, je crois que le symbole, c'est un match que l'OM va gagner à Boulogne après un très mauvais match, mais qui gagne quand même en fin de rencontre. Et l'OM est champion. Et si l'OM est champion, c'est parce qu'il a d'abord gagné la Coupe de la Ligue. Alors, il y a la Coupe de la Ligue, il y a le titre, après il y a le Trophée des Champions. Il y aura encore l'année suivante une autre Coupe de la Ligue, un autre Trophée des Champions, puis une autre Coupe de la Ligue en 2012. Et tout ça, c'est parti de la victoire de la finale de 2010. C'est l'émotion, les finales, mais c'est aussi l'histoire du premier titre remporté en 17 ans au premier titre tout court majeur remporté par l'Olympique de Marseille en 1924. Alors en 1924, l'OM devient à jamais le premier club français de province à gagner la Coupe de France. Parce que jusque-là, il n'y avait que des clubs parisiens qui avaient gagné la Coupe de France. Il y a même eu des finales entre clubs parisiens. Et là, pour la première fois, en 1924, il y a deux clubs de province. Deux clubs du Sud, l'OM et le FC 7, qui à l'époque s'écrit CE2TE. 7 est favori d'ailleurs. Alors, comment est-ce que je sais que 7 est favori ? Parce que, bon, autant pour les finales des 60 dernières années, j'ai eu des témoins directs, autant évidemment pour celles des années 20, des années 30, j'ai consulté des journaux d'époque. Et en 1954, je crois, le Provençal ou la Marseillaise avait interviewé Jean Cabassu, qui était un des joueurs majeurs de cette équipe de l'OM de 1924, qui explique que, sachant que 7 est mieux organisé, plus professionnel, donc favori, l'OM lui abandonne un petit peu le ballon. L'OM joue, aujourd'hui on dirait avec un bloc bas, laissant en pointe ces deux titis parisiens achetés un an plus tôt à Paris par Pierre Robin, le dirigeant, qui sont Jean Boyer et Édouard Crute, qui ont été recrutés comme courtiers en grains dans l'entreprise de Paul Le Sesde, qui n'ont jamais vu le moindre grain, ils n'ont vu que des ballons. Et Jean Cabassu, qui est un bon technicien, lui va se charger de les alimenter en long ballon. Et l'OM en contre gagne cette finale. Donc à cette époque-là, le vrai champion de France, c'est celui qui gagne la coupe. Et il y a des journaux d'époque qui titrent l'OM champion de France. Ils ont gagné la coupe, mais pour les gens, c'est un titre de champion de France. Et c'est le premier titre de l'OM, et l'OM va en gagner encore une en 1926, en 1927, le championnat de France amateur en 1929. Enfin, tout est parti de là. L'occasion de marquer l'histoire d'un grand club. Et ce train, le train de l'histoire, ne repasse parfois jamais. Comme pour deux immenses joueurs passés par notre club, Larbi Benbarek et Gunnar Andersson, qui parviennent pourtant à se qualifier en finale de Coupe de France 1954, mais malheureusement... Les années 50, c'est la décennie maudite pour l'OM, hein, malgré la présence de grands joueurs comme Gunnar Andersson, comme Larbi Benbarek, comme Roger Scotti, puis Jean-Jacques Marcel, enfin, il y en a, Gunnar Johansson. Alors, Larbi Benbarek, ça a été la star de l'OM entre 1938 et 1939. Il venait de Casablanca. Malheureusement, à cause de la guerre, il a quitté le club. Puis il a joué au Stade Français, il a joué à Atlético de Madrid. Et Jean Robin, qui a arrêté de jouer, va le chercher à Madrid, donc fin 1953. Et il revient à l'OM début 1954. Il a 39 ans. Et il va transformer cette équipe. Le symbole, c'est le 8e de finale de Coupe de France contre Reims. Début février, l'OM en championnat perd 6-0 à Reims, sans Gunnar Andersson et sans son arrière-gauche Salem. Une semaine plus tard, avec ces deux joueurs et avec un système tactique initié par Roger Scotti, l'OM élimine le grand Stade de Reims. Et là-dessus, le club, l'équipe va être irrésistible jusqu'en finale. En finale, donc, on espère, même si en face, l'OGC Nice, c'est la meilleure équipe des années 50 derrière le Stade de Reims. Il y a un jeune avant-centre qui s'appelle Juste Fontaine, dont on entendra beaucoup parler. Puis des joueurs qu'on a un petit peu oubliés aujourd'hui, comme Carniglia, comme Nuremberg, comme Majoub, comme Ujlaki, qui sont vraiment de très bons de cette époque-là. Malheureusement pour l'OM, il y a un manque d'organisation flagrant. Il n'y a pas d'escorte pour le quart. Le quart arrive au stade un quart d'heure avant le coup d'envoi. Donc les joueurs ne s'échauffent pas. Il fait froid, ils attaquent le match, ils sont glacés.
Et en 10 minutes, l'OGC Nice marque 2 buts et se crée de nombreuses occasions. Au fil des minutes, les Olympiens se révoltent, ils sont enfin chauds, ils réussissent à réduire l'écart à 2-1, sous l'impulsion évidemment de l'arbitre Ben Barek, qui est le maître à jouer de cette équipe. Ben Barek qui, quelques mois plus tard, à 40 ans passés, sera rappelé en équipe de France contre l'Allemagne qui vient de gagner la coupe du Monde. Donc c'est pas un has-been. Anderson marque, mais en face il y a Erabedian, le gardien de Nice, qui arrête tout. Et puis il y a, à quelques minutes de la fin, le moment dont mes parents m'ont abreuvé quand j'étais petit. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent non, le ballon avait franchi la ligne. Il y a un lob de Scotty qui passe au-dessus de la tête du gardien. Le ballon va entrer. Il est peut-être entré, mais un défenseur de Nice, Pancho González, que j'ai rencontré plus tard quand il était sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui d'un ciseau retourné dégage le ballon. Alors lui, il m'a dit non, le ballon n'était pas entré. Tous les Marseillais vous disent oui, le ballon était entré. Qui l'ose ça? Alors, il y a, selon des perspectives géométriques, là où passe le ballon devant la barre transversale, on se dit que pour qu'il ait une trajectoire diagonale comme ça, c'est qu'au départ, il devait être dedans. Parce que s'il avait été devant la ligne, il aurait eu une trajectoire totalement verticale. Mais bon, il n'y a pas de VAR, il n'y a pas de caméra. L'arbitre n'a pas validé le but et l'OM a perdu. Et malheureusement, ni Gunnar Anderson, ni l'arbitre Ben Barek n'ont gagné la Coupe de France. Gunnar se rattrapera modestement 3 ans plus tard en gagnant la Coupe Drago avec l'OM, mais pas la Coupe de France. On parlera encore de Dimitri Payet dans 10 ans. En bien, en mal, on verra bien. Mais dans tous les cas, une telle longévité au club fait que l'on parlera encore de lui dans 10 ans. Et pourtant, il n'a encore rien gagné au club. S'il a une chance de le faire, il faut absolument que lui et ses coéquipiers essayent de le faire. Et puis, même pour nous, s'il y a une chance de revivre l'effervescence avant, l'envahissement joyeux de la ville après et la possibilité de raconter un nouveau grand épisode glorieux ou triste de l'histoire de l'Olympique de Marseille, il faut tout faire pour y aller, il faut tout faire pour essayer de vivre ça.